Un invité conférencier, pas tout à fait comme les autres. Il s'appelle Michel Pindavoine. Il a 63 ans. Je dis son nom, je dis son âge parce que 63 ans, ça veut dire qu'il a 30 ans de métier derrière lui. Il a été dans les universités. Il est prof actuellement à l'université de Dijon, de l'université de Bourgogne. Il est spécialiste en IA, intelligence artificielle, cofondateur de Humane. On en parlera aussi tout à l'heure. Je vous propose de l'accueillir. Michel, venez nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Un concept très simple, vous dites, si on veut parler de l'IA, du deep learning, de toutes ces choses compliquées, ça a commencé vraiment, on ne va pas faire rapidement l'histoire, en 2012. Tout à fait. En fait, après 30, 40, voire même après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, donc de travaux universitaires et un petit peu industriels, donc un nouveau démarrage de l'IA actuelle, donc c'est l'arrivée du deep learning, donc grâce à deux entreprises mondialement connues, que sont Google d'un côté et Facebook de l'autre. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Eh bien, ils ont réussi à démontrer, à partir de travaux donc, de chercheurs éminents, et parmi ceux-là, donc, Yann Lequin, qui est mondialement connu maintenant et qui est Cocorico, un Français d'origine, donc, qui est actuellement directeur donc, de la recherche en IA chez Facebook, donc, ont démontré qu'il était tout à fait possible d'arriver à des capacités de perception visuelle en particulier. On vous avait parlé au départ, donc nous sommes ici donc, historiquement donc, dans le site de Kodak, oui. Donc dans le domaine de l'image, donc ils ont démontré que l'IA donc, était capable donc, d'arriver aux mêmes performances que les perceptions humaines. Mais il fallait d'abord, on va profiter, voir beaucoup de données, beaucoup de data, big data, et en plus, de pouvoir les mettre ensemble, faire un peu de la capacité de machine, il fallait les ordinateurs derrière. Exactement. Alors pour cela, en fait, on parle de deep learning, deep qui veut dire profond, donc un peu à l'image du cerveau, où il y a donc de multitudes donc de petits calculateurs à l'intérieur du cerveau. On parle actuellement, enfin pas actuellement, historiquement, donc au niveau du cerveau, dans le domaine des neurosciences, de plusieurs, on parle de milliers, de millions de milliards de neurones à l'intérieur du cerveau, oui. Donc, du cerveau humain. Donc on peut imaginer qu'effectivement, donc on peut imaginer qu'un neurone est un petit processeur, donc un petit ordinateur. Donc l'idée, c'est d'avoir, si on veut arriver à des capacités comparables, avoir des ordinateurs qui ont cette capacité. Oui. Évidemment, et encore actuellement, il n'est pas possible d'avoir des ordinateurs qui intègrent des milliards de processeurs. Là, actuellement, on parle de milliers, de dizaines de milliers de processeurs grâce aux cartes graphiques qu'on utilise aussi à travers les jeux vidéo. On y revient encore une fois au niveau de l'image. Donc, on a actuellement la capacité, effectivement, d'intégrer dans des très gros ordinateurs, donc dans le cloud, grâce au cloud, donc des capacités de calcul énormes. Donc, grâce à ça, on est capable d'apprendre des milliers, voire des millions donc, d'exemples pour être capable d'arriver à des performances similaires à l'être humain. Je dis donc des milliers d'apprentissages, alors qu'un être humain, et c'est là où justement on a encore beaucoup de parcours, enfin beaucoup de travail à mener à ce niveau-là, c'est qu'un être humain, voire un enfant, vous lui montrez par exemple un ballon, une raquette, un vélo, quelques exemples lui suffiront pour pouvoir généraliser et en toute situation être capable de dire effectivement c'est un vélo, un ballon, etc. Alors que pour Google, il faut des milliers de photos de vélos. Exactement. Voilà, donc ça c'est donc un des états actuels. Donc je dirais que la bonne nouvelle, 2012 et tout ce qui s'est passé depuis, et on a encore perfectionné les algorithmes pour être capable de devenir de plus en plus performants. Actuellement, on est capable de reconnaître des caractères à 100% donc d'exactitude, des signes routiers qu'on rencontre dans la rue quasiment aussi à 100%. On est capable de reconnaître 1000 objets différents, voire des objets dans la jungle, par exemple, ou des animaux donc sauvages un peu particuliers. On est capable d'arriver à des capacités tout à fait remarquables et similaires à l'être humain. Mais encore une fois, donc, on est obligé donc, d'apprendre des multitudes donc, d'exemples. Alors que l'être humain, effectivement, est capable de le faire en quelques unités. Alors que donc, si demain on a un réseau de neurones, on n'a plus besoin de big data. Alors, réseau de neurones, si c'est un réseau de neurones qui fonctionne comme la biologie, c'est-à-dire qu'en fait, comme nous, exactement. Actuellement, en fait, c'est une copie. Hein, on parlera, je crois, tout à l'heure de biomimétisme. Oui. On va dire qu'on mime ce que pourrait être finalement l'entrée et la sortie. Ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, en fait, on ne fait pas tout à fait la même chose. C'est un peu la même idée que pour un objet volant.
les avions ont fait du biomimétisme par rapport aux oiseaux, Oui. mais que je sache, donc les avions ne volent pas comme ça actuellement. Non. Donc en fait, on a essayé de faire donc, à la méthode des ingénieurs. Et bien là, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de dire, on a des entrées, des images, des sons. On va parler aussi de finance tout à l'heure, par exemple, des données. Donc on parle de data, si on peut employer le terme. Et on va essayer donc de faire un diagnostic sur ces données, ou ces images, ou ces sons. Eh bien, c'est un peu la même idée. Maintenant, ce qu'on met à l'intérieur, je vous dis, donc, est une façon de le faire actuellement, mais l'idée, ça va être effectivement de réduire cette complexité, car on va aller, si on continue comme ça, on va dans le mur. Dans le mur, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, donc, ces ordinateurs très puissants, eh bien, sont très consommateurs d'énergie. Évidemment, nous sommes actuellement vers l'idée de diminuer la consommation énergétique. Si on continue comme ça, on va dire à l'horizon 2030, 50% de la consommation électrique mondiale sera dédiée à l'intelligence artificielle. Donc il est urgent de continuer de travailler sur les algorithmes pour effectivement les ramener au plus près du fonctionnement de la nature. Donc vous n'aimez pas les gros ordinateurs, les machines monstrueuses, et ça tombe bien parce que vous dites on va bientôt pouvoir s'en passer. Voilà, on va bientôt pouvoir s'en passer puisque il existe maintenant des nouveaux processeurs qui se rapprochent vraiment du neurone biologique. Le neurone biologique, on va dire en simplifiant, il reçoit une information, donc une image qu'il va transformer en un signal électrique, une odeur à nouveau en signal électrique, etc., et qui va créer une impulsion lorsque cette information devient pertinente. Eh bien, c'est l'assemblage de ces petites impulsions, donc, qui vont devenir des millions de petites informations internes, eh bien, qui sont traitées par des processeurs modernes. Donc, grâce à ça, on est capable maintenant donc, de mettre à l'échelle d'une caméra, à l'échelle d'un microphone, quand on parlera de son, ou à l'échelle directement dans un smartphone, par exemple, sur les accéléromètres, par exemple, eh bien, de mettre un petit processeur qui va fonctionner un petit peu comme nous pouvons le faire au niveau de notre cerveau humain. Grâce à ça, au lieu de transmettre des millions et voire des milliards de données à la seconde, eh bien, on va transmettre des informations qui sont déjà digérées. C'est-à-dire que le petit processeur local dans la caméra ou dans le capteur eh bien, va être capable d'envoyer quelques données donc, qui elles seront bien sûr moins consommatrices. Et donc premier avantage, donc là on va dans le bon sens au niveau donc, vis-à-vis de la planète, mais autre avantage, c'est la sécurisation des données. L'idée est de dire, au lieu de transmettre l'image originale, on ne va transmettre que l'explication de son contenu. Donc évidemment qui va aller aussi dans le bon sens par rapport à ça. Ce que vous dites, mine de rien, c'est révolutionnaire. Vous dites, avec le deep learning, les réseaux de neurones et l'intelligence, on a moins besoin de big data. Big data, on oublie. Plus besoin de grosses machines. Alors, deep learning, on a besoin encore actuellement de beaucoup de données, d'accord ? Ouais. Donc l'idée, c'est de prendre ce qui est très bien, de très bon sur le deep learning, mais comme on le dit, le deep, c'est donc très profond, très gros, etc. Donc l'idée, c'est de partir de ce qu'on sait bien faire actuellement avec le deep learning, mais justement de diminuer la taille des calculs, donc d'optimiser ces différents algorithmes pour que justement on puisse les intégrer directement au niveau d'un capteur. L'avenir est plutôt rose. Ah, complètement, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas s'arrêter. L'idée, c'est qu'actuellement, et on va le voir encore cet après-midi, donc on est capable de faire des belles applications concrètes. Donc les belles applications concrètes, on les connaît dans le domaine, donc j'en ai parlé, donc par exemple sur la reconnaissance de caractère, sur l'aide à la conduite automobile, on parle du véhicule autonome. On parle aussi de l'industrie, ça j'y tiens beaucoup. L'industrie, pourquoi j'y tiens, c'est qu'effectivement, c'est quand même un des moteurs quand même de l'économie. Donc ici plus qu'ailleurs, et historiquement plus qu'ici qu'ailleurs d'ailleurs. Et l'idée, on parlait d'usine 4.0, eh bien c'est d'avoir de l'intelligence artificielle utile pour le développement de l'économie, mais aussi de l'humain qui appartient à cette économie. Je peux faire une petite page de pub. Vous êtes cofondateur de Humane. Tout à fait. C'est ça en gros. C'est un capteur, là c'est une caméra, mais ça pourrait être n'importe quel type de capteur. Son, les odeurs, etc. Et l'intelligence, elle est là, elle est embarquée. Elle est embarquée. Il n'y a plus besoin d'envoyer ça dans le cloud, plus besoin d'un gros ordinateur qui va trier. Le tri se fait là. Le tri se fait là, et en fait l'envoi donc de ce tri, le résultat de ce tri est envoyé malgré tout donc à distance. On n'envoie que l'information pertinente, ça prend moins de place, moins d'électricité, moins de temps. Exactement. Ben, c'est bien ce que je dis. Vous annoncez la fin du cloud, pas la fin du big data, la fin des grosses machines. Alors, la fin du cloud ou ces grosses machines, je dirais non, parce qu'effectivement, on peut imaginer que ces capteurs vont encore se réduire en taille, d'accord ? Et que des capteurs comme ceux-ci, où on va en trouver actuellement quelques centaines ici ou là, eh bien, ce soit à l'échelle de l'humanité, encore une fois, et on parle de milliards d'objets, on parle des objets connectés, hein, c'est un autre sujet, mais c'est tout à fait lié. Et donc, ces objets connectés intelligents
donc vont générer des données qui seront moins massives que celles qu'on peut imaginer à l'origine, mais ces milliards quand même d'objets connectés qui vont transmettre en permanence des informations vont devenir aussi, encore une fois, du big data. Mais c'est à un niveau plus élevé donc de traitement d'informations. Et concrètement, vous compressez. On compresse énormément, en chiffres. Un signal de 300 kilooctets. Je rappelle que sa spécialité, c'était traitement de signal. Voilà. Alors, quand il y a trop de signaux, il était perdu, il réduisait. Alors 300, c'est un peu ça, hein. Oui, tout à fait. 300 kilooctets, ce que vous évoquez, sauf votre respect. Là, on parle d'image VGA, 300 kilooctets. Donc, c'était des petites images qu'on faisait il y a quelques années, on va dire. D'accord ? Le paléolithique. En le disant poliment. En fait, actuellement, on parle d'images mégapixels, etc. Oui. D'accord ? Eh bien, une image qui fait plusieurs mégapixels, on est capable, donc qui fait plusieurs millions de données, eh bien, on va les ramener à une dizaine de données. Voilà un rapport donc de 1 million. On va dire on a un rapport entre 1 et 5 millions donc, de ratio. Ah oui, ça fait de l'économie quand même. Une économie qui est drastique. Voilà. Et heureusement qu'on fonctionne comme ça. Que ce système doit fonctionner comme ça. Si je ramène ça à l'humain reçoit en permanence des milliards de données, de pixels, etc., entend des sons, des odeurs, tout ce que vous voulez. Heureusement qu'on fonctionne comme ça. Et globalement, le cerveau humain, c'est 20 watts de consommation. Et avec 20 watts, on est capable de traiter donc, des milliards de données à la seconde. 2 minutes pour conclure. Et les questions des jurys. Alors, moi, ma conclusion, c'est de dire que, comme on l'a dit en introduction, un gap en 2012, donc des grosses évolutions depuis, toute une industrie qui s'est créée autour de l'intelligence artificielle. À noter aussi, nous sommes à Chalon-sur-Saône, Bourgogne, etc., la France. La France devient un acteur très important dans le domaine. Donc des gros efforts ont été faits. Et effectivement, il y a toute une économie industrielle qui se fait, enfin toute une industrie qui est en train de se construire, donc logiciel, informatique, mais aussi au niveau des usages, car ça c'est très important, donc qui est en train de se constituer. Donc là, on est capable déjà avec le deep learning de faire vivre et de faire croître un grand nombre d'entreprises dans le domaine et donc de créer de nombreux emplois. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'effectivement, eh bien, les chercheurs continuent et je suis très confiant pour arriver à des capteurs très intelligents et perfectionnés. Je vais devenir industriel, excusez-moi, je prends la parole souvent, mais donc moins de grosses machines, moins besoin de big data, plus d'intelligence, plus près. Ça veut dire demain, l'IA pour tous ? Alors, effectivement, il y a pour tous, vous voulez dire... Tout le monde pourra avoir un peu d'IA, oui, mais PME, ETI. Ah bah tout à fait, c'est tout à fait à la hauteur. L'idée, c'est que tout à chacun donc, possède maintenant un smartphone. Oui. Eh bien, je dirais que tous ces objets dits intelligents vont être équipés de ce type de technologie, on va dire en natif. Alors, je sens que vous brûlez d'impatience. Sandrine, on ne s'est pas présenté. Bonjour, vous faites quoi vous dans la vie ? Alors moi je suis gérante de la société Imagineering Formation et je suis facilitatrice en projet innovant. J'interviens notamment à l'Université de Bourgogne. Bon, il vous donne la pêche ? Oui, beaucoup. Oui, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir partager ces notions. Merci. Mais vous connaissez l'Université de Bourgogne à Dijon ? Alors en fait, on a fait l'Université de Bourgogne, ce sont 30 000 étudiants, plusieurs milliers de personnes. Vous n'êtes jamais croisés ? Non, c'est la première fois. Trop de monde. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire ? Du coup, ça m'inspire par rapport justement aux étudiants. Vous parlez des emplois qui vont être générés justement par rapport à cette nouvelle industrie. Quels seront finalement les profils dont vous aurez besoin ? Alors les profils, c'est évidemment donc, des cultures informatiques, ça c'est sûr. Et donc il y a actuellement toute une discipline, maintenant l'IA fait partie donc des, on va dire pas encore complètement officiellement des programmes, mais en tous les cas tous les enseignements où on touche à l'informatique, il y a une grosse partie qui est liée à l'intelligence artificielle. Donc les masters ingénieurs qui sortent maintenant. Mais les matheux. Alors l'IA c'est très vaste. Justement, c'est à ça que je voulais venir. Vous allez retrouver donc des profils mathématiques, et effectivement, ils sont déjà très présents déjà dans l'analyse de données. Donc c'est ce qu'on appelle les data scientists. Et on les trouve de plus en plus dans le monde industriel au sens large. Et évidemment, les matheux sont très présents dans le domaine de l'IA. On en a un bel exemple qui l'a popularisé, c'est quand même Villani. Donc on parle beaucoup de lui pour d'autres choses en ce moment, mais il ne faut pas oublier que donc il a beaucoup contribué à tout ça, directement et indirectement. Vous avez donc évidemment les informaticiens, les électroniciens, mais aussi, j'y tiens, donc tous les gens qui sont dans le domaine des sciences cognitives, qui connaissent très bien le cerveau, en tous les cas qui essayent de le comprendre et d'avancer là-dessus. Et donc c'est le mélange de toutes ces disciplines qui font donc effectivement donc avancer ce domaine-là. Je voudrais donner la parole à tout le monde. Faites plus court dans les réponses, d'accord ? Oui. Charles, bonjour. Vous faites quoi vous dans la vie ?
Bonjour, Charles Basset, je suis responsable de l'incubateur du pôle études-entrepreneurs BILIS de l'Université de Lyon. Ouais. C'est un programme d'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des jeunes diplômés. Vous en voyez passer beaucoup? On voit passer beaucoup de projets, donc des thématiques très variées. Est-ce que ce que dit Michel Pan-Lavoine peut vous être utile? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors j'en retiens qu'il y a plein de choses intéressantes. On comprend que l'IA aujourd'hui concerne énormément de domaines, peut concerner beaucoup d'applications industrielles. Je me posais une question suite par exemple aux expérimentations qu'il y a pu y avoir sur des véhicules autonomes et sur lesquels les conclusions n'ont pas été forcément positives. On revient un peu en arrière pour des questions de sécurité. Est-ce que l'IA peut anticiper une situation comme peut le faire l'homme? Quelles sont les réflexions à ce niveau-là? Mais c'est vrai qu'elle est un peu autonome. Oui. Elle n'envoie que des informations pertinentes. La voiture, elle est totalement autonome. Elle est totalement autonome. Alors moi, je vais faire 2 réponses, je vais faire très bref. Une première, c'est de dire, effectivement, et c'est tout à fait normal, et moi, c'est vraiment des valeurs que je défends aussi avant tout, il ne faut pas que l'IA et l'informatique au sens large et tous ces systèmes numériques au sens large soient en défaut quand il s'agit de la vie des personnes. Donc la conduite automobile, et évidemment, rentre directement là-dedans. On a eu l'exemple, effectivement, il y a eu une personne qui est décédée et des accidents graves, mais là, je parle donc d'accidents à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Vous avez du cours. D'accord. Désolé. Donc on n'accepte pas que l'IA, effectivement, soit responsable, et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, malheureusement, on accepte qu'en France, il y ait plusieurs milliers de personnes décédées en France. Ça, c'est la première réponse. Deuxième élément à ça, effectivement, les constructeurs sont en train de mettre, sans jeu de mots, un frein sur le développement de tout ça. On va dire, ils ne font pas un frein, mais en tous les cas, ils ne vont pas aller aussi vite qu'ils le pensaient. Par contre, c'est l'aide à la conduite qui, elle, est tout à fait donc, un sujet actuel et réaliste. Et là, l'IA a toute sa place. Ouais. En clair, Michel Pan-Lavoine, vous pensez que la voiture autonome, c'est un produit d'avenir qui restera longtemps un produit d'avenir? Qui restera un produit d'avenir, mais entre-temps, on peut aller vers le véhicule autonome par l'aide à la conduite, le comportement du conducteur, par exemple, l'endormissement du conducteur. L'IA peut aider à ça. Mais la voiture autonome, c'est pas demain. C'est pas, quand on dit demain, pour moi, c'est dans 2 ans. D'accord? Dans 2 ans? Demain, pour moi, c'est 2 ans. Oui. Dans 10 ans, on en parle. Dans 10 ans, on en reparlera. Voilà, tout à fait. Mais j'aime bien qu'on soit précis. On a une deuxième Sandrine. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je travaille chez BSE Électronique. Je suis responsable du développement commercial. Et effectivement... BSE, c'est ceux qui font les petites cartes électroniques. Les cartes, les équipements électroniques complets, oui, effectivement. Et qui a aussi un département R&D. Et vous n'êtes pas en Chine, comme tout le monde? Ben non, on se bat pour la French Fab, monsieur. On défend le Made in France. Et on y arrive. Alors, que vous inspire Michel Pan-Lavoine? Alors nous, effectivement, on a lancé une expertise justement IA au sein de BSE pour trouver justement le moyen d'analyser nos moyens de test, enfin du moins ce qu'on ressort par les tests et les optimiser et aller beaucoup plus loin justement dans les expertises. Test qualité. Test qualité, bande test qualité en ingénierie et également... C'est en cours, c'est en très bonne voie. Effectivement, on a pu déjà ressortir une certaine base, justement, de calcul, de rapport, d'optimisation, surtout à terme. Sandrine, dites-nous la vérité. C'est en retard, ça ne marche pas, ça coûte cher. Où? En France? Votre essai de mettre un peu d'IA sur les tests qualité. Ah non, vraiment, c'est en bonne voie. Hein. On a déjà ressorti pas mal de data. Oui. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir rebondir et d'optimiser au maximum et l'outil de production et les outils de test. Erwan, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Alors moi, je travaille chez Savoie, donc je suis directeur de la R&D et de l'industrie. Donc Savoie, c'est environ 700 personnes avec les filiales. Et nous, notre métier, c'est d'automatiser les entrepôts logistiques pour les clients qui font de la préparation de commandes, donc soit des e-commerçants, soit des sociétés qui doivent livrer des colis à leur magasin, par exemple. C'est vous, les machines qui vont chercher le truc directement et le mettre dans le carton? Tout à fait. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Michel, on retrouve exactement, nous, les virages qu'on a pris il y a environ 5 ans. Typiquement, quand on parle d'entrepôt tout automatisé, c'est des milliers de convoyeurs, des milliers de mètres de convoyeurs, c'est des navettes qui se déplacent dans tous les sens, des machines. Et il y a encore 5-10 ans, on avait un gros automate central avec des gros processeurs
Et maintenant, on a des cartes électroniques avec des processeurs et on fait le calcul en local pour justement être capable d'absorber tout ce flux de données, sinon ça devient plus possible. Et il y a de quoi tirer, un data scientist pourrait tirer des informations pertinentes. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire du data mining dans vos infos? En fait, on peut tout faire. Ce qui est important, c'est d'être en temps réel, être capable de prendre les décisions avec peu de données. Par contre, quand le flux est moins important, là, on peut remonter toutes les informations, on log, et à partir de là, on peut faire du crunch de data. Bonjour, Fabien Humbert, président d'Innobiz, l'incubateur et accélérateur de start-up du Sud-Bourgogne, et président de Kinetti Technologies, une société qui commercialise et fabrique des mobiliers et logiciels interactifs tactiles. J'avais très branché sur la profession. Hein. Ouais, plutôt. J'avais une question plutôt du côté universitaire. Nous, je voulais savoir s'il y avait des réflexions qui étaient faites pour former davantage de data scientists, de toutes les personnes qui périclitent autour de l'IA, puisque c'est des métiers qui sont très demandés, on recherche beaucoup de talents et on en manque. Donc je voulais savoir s'il y avait des réflexions qui étaient faites à ce niveau-là du côté de l'université. Et plus généralement, même s'il y avait des réflexions qui étaient faites pour qu'on conserve ces talents en France, plutôt qu'elles aillent développer et déposer des brevets aux États-Unis qu'on ne pourrait plus utiliser en Europe. Alors, c'est un peu la réponse, la discussion qu'on a eue, l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Donc je poursuis. Effectivement, on est encore une fois à un passage actuellement. Donc toutes les universités, écoles d'ingénieurs, en tout cas en France, ont compris qu'il fallait absolument mettre le paquet sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà lancé. D'accord. Ce qui veut dire que les premiers ingénieurs au master sont en train de sortir. Donc pour l'école d'ingénieurs dans laquelle j'enseigne à Dijon, ISIREM, notre première promotion, donc formée à l'IA, est sortie en juillet dernier. D'accord. Donc là, c'est un exemple. Ce qui se fait à l'Université de Bourgogne, pour évidemment échanger avec tous mes collègues au niveau national, se fait aussi dans toutes les universités françaises et écoles d'ingénieurs. Vous parliez de Lyon, moi je travaille avec mes amis de l'INSA de Lyon, donc il y a une formation au niveau de l'IA qui est poussée aussi de ce côté-là. Donc on va dire que tous les ingénieurs qui sortent actuellement avec la consonance informatique sont déjà... Ils sont trop peu nombreux. Alors peut-être trop peu nombreux, ça c'est sûr, effectivement, mais on va dire que... On sort actuellement quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'ingénieurs actuellement en informatique en France tous les ans. Donc on va dire qu'on commence quand même à avoir des gens qui peuvent, en tous les cas pour nous, si je raisonne au niveau de l'entreprise que je représente, on a pu effectivement avoir des très bons CV de jeunes qu'on a d'ailleurs pu recruter, et qu'effectivement on n'a pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. Par contre, que vous êtes obligé de payer beaucoup plus cher parce que sinon ils s'en vont à la concurrence. Exactement, ça c'est un autre problème. Ça c'est le deuxième volet. Aux États-Unis qui en gros aux alentours de 2020 c'est 400 000 emplois par an autour de l'IA. Ça c'est le deuxième volet. Voilà. Donc là il y a l'attractivité effectivement qu'on n'aura pas sur les salaires que l'on peut payer peut-être en France, mais il y a quand même... Moi, je le vois par rapport à... Il y a un jeune qui, justement, a hésité entre partir... alors, ce n'est pas un cas général, encore une fois, un cas particulier, qui finalement a beaucoup hésité et qui, finalement, est venu chez nous. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Europe actuellement. Mais Michel, vous êtes très pratique. Vous avez un pied dans l'académie et un pied dans l'industrie. Et donc, le pied gauche dit « c'est à cause de l'académie » et le pied droit dit « c'est à cause de l'industrie qui ne recrute pas ». Non, moi je dirais que c'est au contraire. Non, l'idée c'est que là il y a effectivement des personnes qui représentent des incubateurs, des entreprises, etc. Et les industriels recrutent. Oui. On va dire que moi j'ai connu, comme vous l'avez rappelé, mon grand âge. Et effectivement, moi j'ai connu l'université où à l'université, lorsqu'ils travaillaient avec le monde industriel, c'était vraiment très sale. Excusez-moi le terme. D'accord. Actuellement, on est fortement encouragé pour effectivement faire un lien entre les universités, le monde des écoles d'ingénieurs, etc. et le monde industriel. Alors ça, je parle. Vu de mon côté, je ne sais pas, il faudrait peut-être avoir l'avis des représentants d'entreprise, mais il me semble quand même qu'il y a une ouverture, on ne se sent pas quand même exclu lorsqu'on est industriel à l'université. Complètement. Non, déjà le French Fab Tour, par exemple, a servi à ça. Le French Fab Tour, donc, qui s'est déplacé justement dans de très nombreux départements. Donc nous, on a eu la chance de l'avoir au Creusot au mois de mars, et donc qui a mis en relation justement les institutionnels, les industriels, les étudiants, le corps professoral, et qui permet justement de tisser comme cela en fait un maillage entre tous les domaines. Bon, vous êtes moderne, génial, branché, et tout. Est-ce que les mentalités suivent partout ? Je prends un exemple, un type qui avait présenté une caméra embarquée en 2011 au concours d'entreprises innovantes qui a été jetée. C'était vous, hein ? Oui. 2011. Alors, on vous a dit, ça ne marchera jamais. Non, ce qu'on a dit à l'époque, en 2011, enfin c'était juste avant 2011,
c'est que l'intelligence artificielle, ça ne marchait pas. Voilà. Oui. Voilà. Donc, Bon. pas forcément les caméras, mais l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones artificiels, C'était précurseur. c'était complètement farfelu. Un an après, Google, Facebook arrivent effectivement, comme je l'ai dit au départ, et comme vous l'avez rappelé. Donc effectivement, c'est un bel exemple, ça. Est-ce que nous avons toujours un an de retard? Non, mais 10 ans. non, je pense. Alors là, sur la partie, la preuve, c'est que là, on a parlé d'Yann Lequin tout à l'heure. Enfin, j'en ai parlé. Oui. Yann Lequin a installé une partie de ses laboratoires à Paris, donc en France. À la demande du président Macron. Hein. À la demande du président Macron, mais aussi Yann Lequin, qui est quand même français d'origine, Oui. donc un grand plaisir, effectivement, donc à venir régulièrement en France et diriger une équipe, effectivement, très dynamique, avec des laboratoires et des chercheurs issus du monde des Oui. universités. À l'époque, il a dû partir aux États-Unis. Est-ce que le prochain Yann Lequin est obligé de partir aux États-Unis? Ah bah ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ça, c'est effectivement, c'est possible. Maintenant, dans le domaine de l'intelligence artificielle, enfin, j'insiste lourdement, hein, excusez-moi, mais il me semble quand même qu'il y a une prise de conscience aussi bien au niveau des académiques, des industriels et des pouvoirs publics pour aller quand même de l'avant là-dessus. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Le temps passe trop vite. Un dernier mot, chacun. Qu'est-ce que vous retenez de ce que dit Michel, si Moi, vous voulez? j'aimerais Oui. juste demander s'il y a des éléments de réflexion qui sont faits pour maintenir et conserver, au moins dans les premières années, les étudiants qui sont formés en France et financés donc par la France, pour les conserver au moins quelques années dans leur début de leur cursus professionnel. Oui, mais voilà, moi je vous dis là, alors ça c'est avec ma casquette enseignant-chercheur et aussi industriel encore une fois. Moi je dirais que sur 10 étudiants que je forme, il y en a un qui va partir à l'étranger. D'accord? Donc il faut quand même. Et quand 1 sur 10. C'est 1 sur 10 maximum. Hein, donc il est vrai que de temps en temps, moi j'en ai un que j'ai formé qui est donc, dans le cadre double, donc contrat CIFRE, donc ces thèses donc, qui sont faites entre l'industrie et l'université. J'ai fait une première thèse CIFRE dans le cadre de l'entreprise Human. Ce jeune-là, donc c'est un exemple qui va aller dans votre sens, donc est en Allemagne actuellement. Il n'est pas aux États-Unis, mais il est en Allemagne, d'accord. Il vit sa vie. Il m'a rappelé récemment, il est sorti il y a 3 ans, donc dans une entreprise allemande qui fait de l'IA. Il voulait changer de boulot et on est en train de discuter effectivement parce qu'il aimerait bien revenir. Alors, on sait pas trop, donc pas forcément en Bourgogne, on est en train de regarder, mais justement pour qu'il puisse revenir. Donc j'ai quand même cet espoir. Je suis très optimiste hein, sur tout ça, mais et je répète, l'IA, on a. Dites-lui qu'on engage au Creusot. Alors au Creusot, bien sûr, et moi je connais bien le Creusot pour avoir été enseignant au Creusot. On est bien d'accord. Voilà, et moi j'en étais très content. Et sachez qu'il y a justement une filière ingénieur dans le domaine de la robotique qui va, Oui, tout à on fait, espère juste fortement, à côté. fortement Que ouvrir l'on prochainement. soutient, que BSE soutient. Et que BSE soutient certainement, Oui. parce que je n'étais pas trop au Robotique, courant, mais vision. d'accord, voilà. Oui. Et donc dans laquelle on va retrouver de l'intelligence artificielle. Donc même au Creusot, on va former. Hein, On et est quand je bien- dis même, on excusez-moi, se bat pour les avoir- Creusotains, c'est pas bien dit. Et j'en suis très content, c'est que le Creusot va aussi former d'ingénieurs dans ce domaine-là. Merci à tous. On n'a qu'un seul Merci. ennemi, hein, le temps qui passe trop vite. Merci Sandrine, merci Michel. Le débat s'arrête ici, mais il continue sur 697ia.com. Vous restez fidèles parce qu'il y a sûrement plein de gens qui ont plein de questions à vous poser et le débat va continuer par Internet interposé. Première partie.